Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Nous sommes ravis de commencer ce forum du Jour de la Terre. C'est un événement qui a été convoqué par le Partenariat canadien pour la justice internationale ainsi que la Fondation Stop Ecocide Canada. Merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Lisa Oldring, je suis conseillère juridique à Stop Ecocide Canada, Arrêtez l'écocide. Et quand je regarde le paysage neigeux, je dois commencer par reconnaître que je vous parle du territoire du Traité 7 et des terres traditionnelles des Stoney Lakota, Blackfoot et Tchutia, Première Nation, Blackfoot, Tchutia. Pour ceux qui ne connaissent pas Stop Ecocide Canada, nous faisons partie d'une campagne mondiale Arrêtez l'écocide international qui a été cofondée par Jojo Mehta avec le feu Polly Higgins. Le but unique de cette campagne est d'établir une loi sur l'écocide, un droit sur l'écocide qui reconnaîtrait la destruction à grande échelle et systématique de la nature comme un crime international. Ce serait inséré dans le statut de Rome. Le but d'Écocide Canada est de trouver de l'appui et s'assurer que le Canada va respecter ses engagements d'être un leader pour le climat en faisant de l'écocide un crime international. Je suis particulièrement heureuse. En fait, je suis ravie d'être la coprésidente de cet événement avec la fabuleuse professeure Fanny Lafontaine, que j'ai eu le plaisir de connaître et avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Parmi ces casquettes qu'elle porte, Fanny est professeure à la faculté de droit de l'Université Laval. Elle est aussi la cofondatrice et directrice du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle détient la chaire de recherche sur le droit pénal et humanitaire international. Elle est aussi fondatrice et co-directrice de la clinique de droit international et humanitaire. Nous allons traverser le programme et nous allons vous présenter nos super panélistes bientôt. Tout début, l'idée derrière l'événement d'aujourd'hui, c'est de marquer la journée de la Terre en générant une discussion de ce concept de l'écocide comme un crime international, particulièrement auprès de la communauté légale et civile au Canada et dans le monde entier. On espère conscientiser les gens par une conversation qui va construire des ponts entre les disciplines avec la participation d'avocats de l'environnement, de militants autochtones, d'avocats, d'experts en droit international, avocats pour l'égalité pour les genres. Et ça doit être, ça se veut un espace inclusif pour la discussion. L'événement d'aujourd'hui, on l'espère, sera le premier d'une série que nous allons co-organiser parce qu'on ne peut pas tout couvrir aujourd'hui. Alors, on espère que vous vous joindrez à nous pour la série complète de nos discussions pour l'avenir quand nous ferons avancer le tout. Avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais véritablement remercier l'extraordinaire équipe d'organisateurs en coulisses, particulièrement au CPRG à l'Université Laval. Merci Eric Sullivan et toute son équipe de collègues. Et on s'est assuré aussi qu'on avait de l'interprétation simultanée pour cet événement. Donc, les participants doivent se sentir libres de poser des questions par le chat, par la fonction questions-réponses en français ou en anglais, la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je vais maintenant inviter Fanny à dire quelques mots et à présenter nos panélistes. À toi la parole, Fanny. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui se joigne à nous de plusieurs pays, de partout au monde. Donc, comme Lisa l'a dit, vous pouvez choisir la langue entre le français et l'anglais dans le bouton interprétation en bas. On vous promet que la prochaine fois, on essaiera d'avoir de l'interprétation, notamment en espagnol. On a reçu beaucoup de demandes de nos amis, collègues de l'Amérique latine notamment, qui auraient voulu que ce soit ainsi. On a manqué de temps cette fois-ci, mais on le fera la prochaine fois. Donc, bienvenue à tous de partout. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je réitère moi aussi mes remerciements à l'équipe qui a organisé ça, notamment Eric et Mélanie, d'avoir participé à ça. Donc, je suis professeure à l'Université Laval. Je vous parle donc en direct de la magnifique ville de Québec, qui se situe sur le territoire de la nation Huron-Wendat, que je salue. Je salue d'ailleurs le travail de toutes les communautés autochtones qui sont essentielles à la protection des territoires et des écosystèmes. C'est d'ailleurs un sujet qui sera l'objet de beaucoup de discussions dans le futur au sein de notre collaboration avec la Stop Ecocide Foundation.
Le format de la conférence est assez simple. On va d'abord donner la parole pour quelques minutes à nos 3 magnifiques conférenciers que je vais vous présenter rapidement. Et ensuite, Lisa et moi allons diriger une période de questions. Donc, on veut que ce soit une discussion entre nos conférenciers. Peut-être que même Lisa et moi, on se donnera le privilège d'intervenir, de discuter, de participer. Et ensuite, on vous donnera la parole, chers auditeurs, surtout ceux qui sont avec nous en Zoom. On vous permettra de poser des questions. Vous pourrez utiliser l'outil de conversation pour ce faire et on va essayer de trouver le moyen de répondre à la plupart des questions. On permettra de poser les questions à nos panélistes pour permettre d'avoir une discussion la plus ouverte possible. Donc, je vais présenter rapidement les panélistes et je vais le faire très rapidement parce qu'on veut entendre le sujet. Et vous trouverez les bios des panélistes dans l'outil de conversation, les bios complètes, parce qu'on a des gens très importants. Donc, d'abord, Jojo Mehta, thank you so much for being here with us. This is a real privilege. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand privilège. Alors, Jojo, la cofondatrice, comme je l'ai mentionné, de la campagne Arrêtez l'écocide, Stop Ecocide, mais elle est aussi à la tête d'une campagne internationale. Elle était aussi présidente du conseil de la fondation Arrêtez l'écocide aux Pays-Bas. C'est elle qui a convoqué toute notre panel d'experts. Ce sera un des sujets. Quelle est la définition de l'écocide? Alors, bienvenue, Jojo, et je vais brièvement présenter les 2 autres personnes, puis on pourra commencer à s'amuser et parler des choses qu'on est venu ici, qu'on veut parler ici aujourd'hui. Notre deuxième conférencier, Daryl Robinson, un bon ami. Bonjour, Daryl. Il fait partie de notre partenariat canadien pour la justice internationale. Il est professeur à l'Université Queen's, à la faculté de droit. Il travaillait à la création de la Cour pénale internationale et il a reçu un prix. Il a travaillé à la Cour pénale internationale. Il est un expert en droit criminel international. C'est un grand privilège de vous avoir avec nous, Daryl. Merci beaucoup. Je suis désolée de faire le switch français-anglais, mais voilà, on est au Canada. Entre nous, on l'est. Géraud, de la CIS Saint-Geniès. Bonjour, Géraud. Géraud est professeur et mon collègue à l'Université Laval, à la faculté de droit, où il enseigne le droit de l'environnement et le droit des changements climatiques. Il est également conseiller scientifique pour le Réseau international des étudiants pour le climat. Donc, on est heureux de t'avoir avec nous, Géraud, parce que c'est peut-être le grand défi de la création d'un crime d'écocide. C'est, comme Lisa l'a mentionné, de joindre ensemble les différentes disciplines, des gens qui travaillent sur différents sujets à travers les secteurs d'activité. Donc, on est très heureux d'avoir des experts donc, en droit pénal, mais aussi en droit de l'environnement pour créer une synergie de discussion vers un objectif commun de protection de l'environnement. Donc, bienvenue à tous et sans plus tarder, je cède la parole à Jojo. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est fantastique d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer, en fait, en honorant Polly Higgins, parce qu'il y a 2 ans exactement, c'est hier, ça fait 2 ans qu'elle a quitté cette vie. Et nous avons cofondé la campagne Stop Ecocide en 2017 ensemble. À ce moment-là, Polly avait déjà passé 7 ans à faire une croisade pour la reconnaissance de l'écocide comme crime international. Et j'ai passé les 4 ans et demi, elle a passé les 4 dernières années de sa vie à travailler très étroitement avec nous. Et ceci nous amène au cœur de ce travail qui est très précis. C'est une campagne très, très ciblée. C'est une campagne pour quelque chose que l'on voit comme une intervention stratégique, presque une aiguille d'acupuncture quant à l'impact qu'on espère créer. On espère criminaliser l'écocide au niveau international, spécifiquement à la Cour pénale internationale. Et ça vaut probablement la peine de vous donner ici quelques indicateurs clés pour vous expliquer pourquoi on veut faire cette chose en particulier. Et le fait est que c'est une chose pratique légale, si vous voulez, dans ce sens que la Cour pénale internationale est unique. C'est le seul mécanisme global et mondial qui a accès directement aux différents systèmes de justice pénale de tous ces États membres. Il n'y a aucun autre mécanisme qui fait ça de la bonne façon. Alors, si on crée un crime à la Cour pénale internationale, alors tous les États membres qui ont ratifié ce crime doivent l'inclure dans leur législation intérieure. Et ça crée la possibilité d'une cohérence à travers les frontières et les administrations qui est particulièrement importante pour les crimes environnementaux sérieux parce que on finance des corporations transactionnelles et leurs partenaires et être capable de créer un droit qui aura une cohérence interfrontière est très important parce que il y a des compagnies qui sont parfaitement capables de sauter d'une juridiction à l'autre selon l'endroit où les lois leur sont plus favorables.
Donc, c'est là la première raison, qui est la première et la très pratique, une raison très pratique. La deuxième raison est plus politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on, ce que, ce que j'ai pu observer actuellement en France, c'est la chose suivante. Les législations sur l'écocide, en tant que nation, par vous-même, si vous vouliez faire ça, ça peut rendre les gouvernements un peu nerveux. Ça fait peur un peu, cette idée d'être les premiers ou bien sûr, il y a certaines administrations qui ont cité ça à la Cour pénale internationale, mais qui ne l'ont pas vraiment utilisé, ce droit. Et pour toute grande économie aujourd'hui, décider de faire ça par soi-même, ça fait peur. C'est parce qu'ils ont des relations économiques établies et quand vous mettez des législations nationales, ça peut arriver, des représailles peuvent arriver très rapidement. Ce qu'on veut faire avec ce droit, c'est d'amener tout le monde avec nous. Nous sommes devant une urgence ici pour le climat, pour la diversité, en ce qui concerne les urgences écologiques. Et s'il y a des gens qui veulent aller de l'avant et d'autres veulent retenir et résister au changement, c'est une campagne où on veut rassembler tout le monde entier avec nous. Et ce que ça exige, c'est quelquefois, pas trop, on n'a pas beaucoup de temps. On a besoin d'un peu de temps quand même, parce que le secteur des grandes compagnies et les politiciens doivent d'abord commencer à comprendre ça et commencer à regarder les choses comme des politiques de transition, des chemins vers la conformité et tout ce genre de choses. Alors, la Cour pénale internationale est en fait une chose très logique à faire parce que c'est politiquement plus facile et plus sûr pour un gouvernement d'appuyer un crime international d'écocide. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre leurs cartes sur la table en disant qu'ils vont dans la bonne direction, ils paraissent bien comme ça, et en même temps, ils savent qu'ils ne sont pas obligés d'agir du jour au lendemain. Mais ils savent aussi qu'une fois que plusieurs autres pays se sont joints à nous, avec eux, ils pourront travailler ensemble en concertation avec tout le monde. Alors, il y a la sécurité dans les nombres et c'est aussi pour nous, pour nos buts, c'est ce qui est plus pratique. C'est ça qu'on veut. On veut que le monde entier se rassemble autour de cette cause. Alors, il y a une raison politique très, très forte. La raison pour laquelle je dis que c'est important en France actuellement, pourquoi je dis que la France, c'est le premier pays qui a dit qu'ils veulent une législation internationale, mais ils veulent le faire aussi au niveau national. Ils ont dit ça dans les récents mois et ça a été motivé fortement par des pressions venant de la base au niveau public, ce qui est incroyablement important. Je vais revenir à ça plus tard. Mais ce dont ils s'aperçoivent, c'est que la législation nationale est très difficile. Ça crée beaucoup de résistance. Et la définition avec laquelle il travaille, le gouvernement français, a été beaucoup diluée pour essayer de réagir à ça. Mais ce qui nous semble problématique, parce que nous croyons que les raisons politiques sont très fortes, comme je l'ai expliqué. Et la troisième raison, qui sera peut-être la plus importante en fin de compte, c'est qu'en criminalisant l'écocide au niveau le plus élevé possible, ce qu'on dit ici, c'est qu'une destruction grave d'écosystèmes, du monde vivant naturel est aussi grave que de détruire des gens, de tuer. C'est aussi grave que d'endommager la propriété d'autrui. Et ça, c'est un développement important à poursuivre parce que notre système juridique actuel est très, très, très centré sur la propriété. Et ça date de traditions qui datent de plusieurs siècles, qui séparent l'esprit du corps, l'esprit de la nature, tous ces dualismes qui traversent la pensée occidentale et l'éducation occidentale et qui créent un sentiment de séparation avec la nature et dans même un cas de supériorité et de colonialisme et tout ça. C'est ce même genre de courant, si vous voulez, qui est le fil conducteur de plusieurs pensées occidentales. Donc, c'est pour ça que je réfère, comme je l'ai dit, c'est aussi une intervention stratégique en mettant ce point à côté du génocide et des crimes contre l'humanité. Placer l'écocide sur le même pied, ça peut faire changer très sérieusement la perspective parce que ce qui domine, c'est le paradigme occidental. C'est un paradigme qui domine la plus grande partie du monde. On utilise le droit criminel pour avoir des buts moraux. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas aller demander au gouvernement la permission de massacrer quelques centaines de personnes parce que c'est bon pour vos affaires. Ça, c'est criminellement inacceptable. C'est moralement inacceptable. Mais actuellement, certaines des activités industrielles à leur pire qui mènent à un écocide non seulement permises, mais c'est approuvé. Et sous licence. Donc, il y a des fortes différences de perception.
Et nous croyons que cela a le potentiel de changer cette perception et de mettre en jeu la réalité, le fait, c'est un fait qu'on est très, très relié aux écosystèmes qui nous soutiennent. Et bien sûr, les voix autochtones, les indigènes avec lesquels on communique de plus en plus comprennent ça très profondément. Ça fait très longtemps qu'ils comprennent ça. Donc, il y a un potentiel là pour un grand changement. Et l'autre chose en quoi nous croyons, c'est que le niveau supérieur peut faire. Nous croyons que le niveau supérieur peut aider à changer les perceptions quant à l'application des réglementations environnementales qui sont déjà en place. Parce qu'un des gros problèmes, quand on a fait une destruction grave de la nature dans le monde, c'est pas tellement l'absence de droit. Il y a une absence de droit, oui, c'est vrai, mais c'est qu'il y a très peu d'application des lois environnementales en place au niveau des règlements et lorsqu'il y a des crimes aussi au niveau du droit pénal. Nous croyons que c'est en grande partie parce qu'on a cette façon de voir les choses dans notre façon de penser occidentale. On voit la nature quelque chose qu'on doit dominer, dont on doit extraire les ressources, un paquet de ressources et non pas dans le même dossier moral. Trust is that once this is Donc, adopted ce qu'on espère et ce qu'on pense qui va arriver, c'est qu'une fois que ce sera adopté, on va voir un effet cascade sur le droit environnemental en général et on verra une meilleure application des règlements environnementaux et probablement aussi plus de signalement et d'enquête, de conformité et tous ces domaines associés qui actuellement ne sont pas très développés, y compris la formation des personnes juridiques, les avocats, les juges, etc., pour les sensibiliser à ce crime d'écocide. Alors, c'est ce que je voulais dire sur pourquoi nous avons choisi cette voie. Et maintenant, je vais vous donner une petite mise à jour pour vous dire où nous voulons nous en aller. Et je dois vous dire que les choses bougent très rapidement maintenant. Quand Paulie et moi, nous avons commencé cette campagne, on l'a commencé pour appuyer les activistes sur le terrain, mais aussi en partie pour trouver des fonds pour un travail diplomatique. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile du financement de fondation pour ce genre de travail. C'était vu comme très extrême, farfelu, bizarre et ce que vous faites les résultats dépendent de ce que font les États plutôt que ce que fait la campagne. Alors, c'est un risque, bien sûr, quand les gens veulent soutenir ça financièrement. Et on a aussi la situation assez intéressante que si vos progrès se font derrière des portes fermées dans des réunions diplomatiques, il est alors très difficile de dire « Oh, voici mes jalons, je ne peux pas vous en parler parce que c'est confidentiel. Voici les gens qui m'encouragent ou voici nos jalons. » Alors, l'urgence de cette campagne face au public est venue d'abord du sentiment que le public comprenne cela. Paulie avait des gens qui la suivaient au niveau international de façon assez importante. On sent qu'au niveau du terrain, il y a une compréhension très intuitive que ces graves crimes contre la nature doivent être criminalisés. Et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Et on a réalisé que peut-être qu'au niveau de la rue, là, c'est peut-être pas connu. Vous êtes tous vu ça. Si vous n'êtes pas un avocat ou si vous travaillez, le droit, c'est quelque chose que les avocats font. Et le droit criminel, c'est très loin. Puis le droit pénal international, c'est sur la Lune pour les gens de la rue. Mais ce qu'on s'est aperçu au cours des 3 ans et demi qui passés, c'est que cette connexion entre une campagne face au public et le travail diplomatique au niveau légal pour développer des choses sont beaucoup plus étroitement reliés qu'on ne le pensait à l'origine. Parce qu'on se trouve que lorsqu'on a des équipes de communication sur le terrain, on a une équipe fantastique au Canada. On a quelques-uns qui sont ici, d'ailleurs, je crois, dans cet auditoire. Hein? Quand on a des équipes de communication sur le terrain, le dialogue politique aussi est très favorisé. Et tout ça, c'est très clair parce que lorsqu'on a ces équipes, ce réseau s'insère très bien sur la liste des États qui maintenant disent publiquement qu'ils ont un intérêt envers cette discussion et là où les parlementaires viennent nous contacter et disent « Oh, on aimerait avoir cette définition lorsqu'elle émerge en juin, voulez-vous nous l'envoyer, s'il vous plaît? » Alors, ça, c'est très encourageant, c'est très autonomisant, ça nous donne de la force parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'endroit où la conversation se produit, dans la rue, sur le terrain, dans une langue particulière, va aussi toucher les politiciens. Et une des raisons pour cela, c'est résumé dans le mot, dans le concept lui-même, parce que je crois que la plupart des gens aujourd'hui ont ce sentiment très fort qu'il y a des dommages sérieux qui arrivent, qui se font dans la nature, dans plusieurs arènes différentes. Et le mot écocide rassemble tout cela et dit
Tout cela, ce sont des dommages et des destructions sérieuses. Et une fois que vous avez compris ça, même, vous voulez arrêter ça, vous voulez que quelqu'un arrête ça. Alors, il y a une espèce de traction naturelle dans le concept lui-même qui aide beaucoup à répandre la bonne nouvelle. Oui, c'est répandre la nouvelle, la parole, littéralement. Pour faire pousser cet agenda au niveau politique. C'est très, très intéressant. Nous avons maintenant 8 membres de la Cour pénale internationale qui ont enregistré un intérêt officiel pour cela. Et les politiciens de 16 autres pays, au moins déjà, attendent aussi avec impatience la définition qui va émerger du comité de rédaction au mois de juin. Alors ça, c'est très encourageant. Et je dirais, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que maintenant, ça a grandi, ça s'est étendu bien au-delà que notre fondation, parce que notre fondation essaie de se publiciser elle-même. Alors, on est dans une position actuellement où on est un peu entre les développements légaux avec la convocation de ce panel et aussi l'attraction diplomatique pour bâtir des connexions avec des groupes d'États intéressés pour faire avancer cela peut-être. Et aussi le récit public. Cette position, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de communiquer dans tous ces domaines et sur tous ces fronts à la fois et pour avoir une conversation de plusieurs façons différentes. Et ça, c'est très emballant. Et au cours des derniers mois, nous avons eu un autre saut, une montée de la tension à cause du fait que ce panel est en train d'examiner une possible définition et le fait que c'est maintenant, ça devient plus mainstream, ça devient plus publicisé par les moyens de communication de masse. Et j'aimerais dire, encore une fois, un autre point, une autre chose qui se produit actuellement, c'est que vous vous souviendrez peut-être que l'Extinction Rebellion a eu beaucoup de traction au mois d'avril de 2019 vers le Pâques. Et Paul Higgins a passé la dernière semaine de sa vie à suivre le développement de cette rébellion à Londres. Et actuellement, dans la cour à Londres, les activistes, les militants qui ont commencé cette rébellion au CHSL de Shell à Londres l'ont fait à nouveau et ont dédié ça à Paulie. Actuellement, ils viennent tout juste de subir leur procès et le jury est en train de délibérer au moment où je vous parle pour trouver si, oui ou non, on va les déclarer coupables ou non coupables du dommage criminel qu'ils ont commis. Donc, c'est vraiment un moment poignant parce que cette dernière semaine de la vie de Paulie, c'était la première semaine où elle a vu pourquoi elle faisait campagne, Stop Ecocide, arriver dans la rue sur des placards, des manifestes partout dans Londres. Ça, c'est ça, la rébellion, ainsi que les grèves dans les écoles Sunrise et d'autres types de mobilisations qu'on a vues ont aussi fait un incroyable travail pour ouvrir la fenêtre de la conversation dans les médias et dans la politique. Alors, ce que Paulie, ce pourquoi elle a travaillé pendant des années, finalement se fait entendre et beaucoup plus de personnes se joignent à ce mouvement au cours desquels c'est comme un gigantesque exercice de rassemblement. Et c'est ce qui nous amène à cette conversation aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis si ravi d'être ici. Merci de m'écouter. Merci beaucoup, Jojo. Vous nous avez vraiment aidé à nous mettre tous sur la même longueur d'onde et comprendre où sont les enjeux. Vous avez établi la table et nous avez rappelé à quel point la conversation que nous avons aujourd'hui est importante. J'aimerais inviter maintenant Darrell Robinson pour qu'il nous présente ses remarques. Merci beaucoup. J'aimerais parler de la définition et de certaines questions de type technique. D'abord, j'aimerais dire que j'ai eu des conversations avec des avocats de l'environnement qui sont sceptiques par rapport à l'écocide, tout en reconnaissant. Ils ont toutes sortes d'arguments contre la pénalisation. Certains environnementalistes me disent que de nouveaux avocats ont un marteau, ils semblent vouloir frapper sur n'importe quoi, c'est pas bon. Faire face au changement climatique, ça va être un processus complexe avec beaucoup de réformes sociétales, il va y avoir des compromis, des avocats criminalistes, etc. Oui, je suis d'accord que c'est vrai, mais pourquoi est-ce que c'est utile de faire intervenir le droit criminel, le droit pénal? C'est à cause de la fonction expresse du droit pénal, fonction d'éducation. Jojo a parlé de changer les perceptions et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle l'écocide est importante. À ce moment-ci, les dommages environnementaux sont considérés des choses de réglementation. C'est plus bas, là, c'est vrai. Droit criminel, c'est beaucoup plus sérieux.
Alors, si quelqu'un urine dans la rue, là, ça, c'est un crime. Mais si vous inondez une ville de métaux toxiques en blessant tout le monde dans la ville, ça, d'habitude, c'est pas vraiment considéré comme un crime directement. Mais tout ça est à l'envers. Le message principal ici, c'est de faire en sorte que les compagnies qui considèrent un gros méga-projet dommageable s'arrêter un peu sur leur pas et changer de perspective. Si vous détruisez ce petit habitat que tous les humains et toute vie a besoin, c'est ça qui est le crime le plus sérieux. Et je suis d'accord avec Joe de l'effet cascade. Juste parce qu'on a l'écocide, ça ne veut pas dire qu'on va porter moins d'attention à de moindres délits environnementaux. Au contraire, je pense que ça va aider à créer une meilleure sensibilisation. Je vais parler un peu du forum actuellement. On se concentre pour l'instant sur la Cour pénale internationale. C'est ce que les États pensent et c'est le véhicule. Je pense que ça vaut la peine de le faire pour les raisons que Jojo a données. Je vais partager avec vous mon propre agenda, si vous voulez. Moi, j'aimerais suivre ça comme un traité multilatéral. On a déjà des traitements multilatéraux qui criminalisent toutes sortes de choses, y compris couper des câbles sous-marins. Est-ce que détruire la planète, ça ne pourrait pas être aussi important que couper quelques câbles sous-marins, n'est-ce pas? Alors, le Cour pénale internationale n'est qu'une juridiction. Elle est déjà débordée de façon pratique. Il faut peut-être une cause d'écocide à tous les 10 ans, peut-être. Ça peut être mené à rien du tout parce que ça semble être leur feuille de route. Bon, la Cour a de la difficulté à imposer quoi que ce soit. Bon, si on avait aussi un traité environnemental avec plus de 60 États, avec toutes leurs cours de justice nationale qui verraient cela comme un crime, ça serait très bon. Un autre avantage d'un traité, c'est que la Cour pénale a un article 40 qui est assez étroit quant à l'intention et la connaissance du crime. Mais les crimes environnementaux impliquent beaucoup de négligence, grossière négligence. La Cour pénale internationale ne regarde pas les corporations et les sociétés en soi, mais peuvent examiner, poursuivre les conseils d'administration de ces compagnies, oui, mais dans un traité, c'est plus facile d'avoir une responsabilité d'entreprise. L'autre raison pour laquelle j'aime ça, les traités séparés, je suppose qu'un traité peut couvrir d'autres choses. Hein? L'écocide, ça pourrait être au centre, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait un écocide, mais peut-être qu'on pourrait faire pression sur les États. Je ne sais pas si l'écocide va comprendre la négligence criminelle, peut-être pas à cause de la faute, la mens rea qui n'est pas là. Un crime de négligence, ce serait peut-être un autre crime mineur. Une autre chose qui m'intéresse que j'aimerais partager avec vous pendant 30 secondes, c'est la désinformation à propos du climat. Je pense que la désinformation, la fraude carbonique, comme on appelle, c'est un des plus grands crimes de ce siècle, cette désinformation sur les changements climatiques. Plusieurs personnes l'ont peut-être remarqué. Exxon, par exemple, savait que le réchauffement global avait lieu. Et pourtant, ils ont délibérément semé le doute dans le discours public avec beaucoup de succès pour retarder les actions prises par les humains pour éviter une catastrophe mondiale. Pour moi, c'est une des choses les plus, c'est un des crimes les plus grands que je peux imaginer. Ils ont empêché les pompiers d'aller éteindre le feu. Ils ont réussi à écarter les pompiers. J'aimerais avoir une sorte de crime de désinformation climatique, une fraude ou un crime en tout cas. Mais revenons à l'écocide pour un moment. Bon, quels sont les enjeux? L'écocide, c'est facile à dire ce qu'on veut. On veut couvrir les pires pollutions, les pires émetteurs de pollution, mais en fait, c'est très, très difficile à définir. En 1988, quand on a fait le mauvais statut, on a regardé le droit humanitaire et le droit des droits de la personne, on a pris les pires interdictions et on les a criminalisées. Alors, moi, je pensais que ça serait la même chose avec l'écocide. On ouvre le droit environnemental, on regarde qu'est-ce qui était interdit. Il n'y a aucune interdiction dans le droit environnemental. Les États doivent considérer ceci, les États doivent prendre soin de cela, des États doivent faire des plans d'action, il y a des systèmes d'échange de droits de carbone. Oui, les pays en développement ont des responsabilités inférieures, ce qui est logique, oui, mais tout est comme doux, hein? Même ceux qui sont fameux, là, comme les fluorocarbones ou les CFC, on les a interdits, là. Hein? L'interdiction a des exceptions, des périodes de transition. Il n'y a pas grand-chose comme interdiction globale ferme. Il faudrait interdire plus de choses. Pour ce qui est du droit environnemental, c'est toujours une question d'équilibre. Un autre problème, c'est quel va être le seuil? Bien sûr, le seuil ne devrait pas être super, super élevé que le crime ne se produit jamais, mais il faudrait trouver le bon seuil. Et
ce ne sera pas une équation unidimensionnelle, mais bidimensionnelle. La meilleure définition, on veut la meilleure définition possible, qui va obtenir beaucoup de soutien de la part des États. Alors, il faut multiplier par le nombre d'États. C'est ça qui va nous donner la plus grosse action. Vous commencez ce que je fais là, je fais un graphique ici. J'essaie de maximiser la surface du graphique. C'est ça qui va être le plus important. Et c'est tragique, mais dans le monde où nous sommes actuellement, ce sont les États qui sont les gardiens du seuil. Ce qu'on définit, il faut que ce soit quelque chose de tellement terrible, terrible, terrible que les États vont dire oui, oui, ça, c'est pas beau. Il y a beaucoup de choses terribles qui se produisent. Alors, si on peut criminaliser ce qui est terrible, terrible, ça va déjà être un grand pas pour le monde. Bon, où est-ce qu'on va chercher pour trouver une définition de l'écocide? Il y a eu beaucoup d'essais pour définir le génocide, pas le génocide, l'écocide, je veux dire. C'est un type qui s'appelle Falk. Lui, il parlait de l'intention de détruire un écosystème. C'est peut-être trop étroit, parce que l'intention, ça veut dire c'est le but. Notre but, c'est de détruire un écosystème. Selon le GIEC, il faudrait connaître avec certitude qu'on allait détruire un écosystème. Ça peut être très difficile à prouver parce que typiquement, l'environnement est endommagé comme chose secondaire par rapport à un autre objectif. Alors, l'intention, c'est peut-être pas la bonne chose. L'autre chose, je ne sais pas si j'ai la bonne impression, NERAI. Ils ont parlé de frontières planétaires, faire des dommages qui poussent la Terre au-delà de cette capacité. C'est intéressant comme définition, mais le désavantage de cette définition, c'est que c'est peut-être difficile à prouver dans un cours de droit pénal. Et j'ai vu ces dommages qui sont souvent une accumulation de choses. C'est difficile de trouver la personne qui a fait basculer la Terre vers le point de bascule. Alors, je ne suis pas sûr que je voudrais prendre cette définition. Mes deux définitions favorites, c'est celle de Polly Higgins, quand elle parle de perturber la jouissance paisible de certaines choses par les habitants de la Terre. Et la Commission de droit international parle de faire des dommages sévères à long terme et graves à l'environnement. Ces deux définitions, à mon avis, sont plus concrètes et plus facilement applicables. OK, il me reste 2 minutes, mais ça va, je pense que je vais y arriver. Alors, je vais dire ici, bon, certaines choses qu'on doit comprendre encore. Je pense que les 3 ingrédients de l'écocide, ça va être un seuil d'impact, combien d'impact est requis pour faire que ça devienne un crime qui constitue une préoccupation intéressante. Ensuite, des norme de faute, quelle va être la mens rea? On a des gens qui parlent d'intention. Ça m'inquiète un peu. Intention, c'est pas trop, là. Je pense pas que les gens ont l'intention de détruire l'environnement. Peut-être négligence, ça serait logique. Ou les règles d'État qui sont inclusives. Et entre les deux, il y a la connaissance. Faire quelque chose en sachant que c'est probable que ça va causer quelque chose. Ça, c'est mon favori. Et oui, moi, ça va bien. Il me reste encore 1 minute et 20 secondes. Et bon, les gaz à effet de serre, est-ce que ça devrait être inclus dans le carbone? Oui, émissions de carbone, changement climatique, c'est un des plus grands problèmes auxquels le monde doit faire face. Ça doit être inclus. Mais la partie difficile, c'est de trouver quand est-ce qu'une émission est criminelle ou non criminelle. Ça, c'est vraiment difficile à décider. Et finalement, je soupçonne que le 3e ingrédient, vous savez, l'écocide doit s'appuyer sur des principes environnementaux comme le principe pollueur-payeur, le principe de précaution. La raison que je dis ça, c'est que imaginez-vous 2 compagnies. Prenons les gaz à effet de serre. Imaginons 2 compagnies. La compagnie A, ils admettent plus de carbone, de CO2. Ils émettent plus de carbone dans l'air, mais ils ont des avions qui sont bons pour la société. Socialement, c'est bien. Ils font toutes les mesures possibles pour diminuer leurs émissions. Ça, c'est la compagnie A. La compagnie B fait moins d'émissions, mais ils gaspillent. Ils ont tout corrompu, le système intérieur. Ils ont des projets qui prennent trop de carbone. Ils ne font pas d'efforts pour atténuer. Je veux poursuivre la compagnie B. Hein, c'est plus facile, là. Bon, c'est à discuter. Bon, l'écocide, il faut le définir, mais c'est difficile. Merci beaucoup, Daryl. Ça met beaucoup de pression. On a déjà beaucoup de questions. Il y a déjà beaucoup de questions dans le chat qui vont certainement revenir à cette définition. Et il y a des questions du forum approprié. Le forum, la Cour pénale internationale, oui, mais est-ce qu'on devrait créer un nouveau tribunal international? Est-ce qu'on devrait créer un traité séparé? Vous avez mentionné tous les différents avantages. C'est intéressant. Quelle hache allons-nous utiliser? Quelle est l'intention? La négligence ou l'aveuglement volontaire? Est-ce que c'est suffisant dans une cour de justice? Mais excusez-moi, on est tous des avocats, alors on joue avec les mots un peu. Alors, voici, maintenant qu'on a eu un de nos meilleurs esprits de droit pénal, un de mes meilleurs esprits de l'environnement. Géraud, you have the floor.
Je suis très heureux de me joindre à cette discussion. Donc, je vais aussi formuler quelques brèves remarques sur l'écocide en tant que crime international, mais ça va être à partir d'une perspective qui est un peu différente par rapport aux interventions précédentes parce que je ne suis pas un expert du droit international pénal, je ne suis pas non plus un spécialiste du crime d'écocide. Mes domaines sont plutôt le droit de l'environnement et le droit des changements climatiques. Et assez curieusement, même si cette notion d'écocide concerne évidemment l'environnement, eh bien l'écocide ne fait pas partie des notions avec lesquelles on est habitué de travailler en droit de l'environnement. La création d'un crime d'écocide, ce n'est pas une question qui a été au cœur des discussions que les États ont dans le cadre des conventions internationales sur l'environnement ou lors des grandes conférences diplomatiques. Et jusqu'à présent, j'ai quand même l'impression que c'est surtout les spécialistes du droit pénal qui se sont intéressés à cette question. Donc, et je dois dire qu'à titre personnel, je suis très content de participer à cet événement parce que n'étant pas un spécialiste du droit pénal, j'apprends plein de choses et je suis certain que je vais en apprendre encore davantage. Donc, dans cette présentation, moi, je vais simplement partager quelques observations générales que l'on peut faire sur ce crime d'écocide quand on examine cette notion, mais on a déjà commencé à le faire, sous l'angle du problème environnemental que sont les changements climatiques, qui est bien évidemment un problème auquel il est difficile de ne pas penser quand on parle d'écocide. Et je vais me limiter à faire 3 commentaires. Alors, la première chose, c'est que du point de vue du droit international des changements climatiques, la reconnaissance d'un crime international d'écocide viendrait combler un manque assez évident, puisque, et on a commencé à le dire, dans sa forme actuelle, les règles internationales qui ont été mises en place pour lutter contre les changements climatiques ne permettent pas de sanctionner pénalement les personnes physiques, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des responsables politiques ou les entreprises elles-mêmes, qui font preuve de négligence à l'égard de leurs émissions de gaz à effet de serre ou qui autorisent aussi des projets que l'on appelle d'ailleurs de plus en plus des projets climaticides. Et donc, ces traités sur le climat, comme l'accord de Paris, ce sont des instruments qui sont faits par les États, pour les États, qui ne visent pas directement à réglementer le comportement des individus. Et l'idée de sanctions et de répression, ce sont des idées qui sont complètement étrangères à ces traités. Et d'ailleurs, on le reconnaît explicitement dans l'accord de Paris, puisque les mécanismes de reddition de comptes sont de nature non accusatoire et non punitive. Et donc, au lieu de réprimer et de sanctionner, eh bien, ce droit international des changements climatiques repose plutôt sur l'idée d'incitation et de négociation. Donc, on n'a rien dans ce droit international des changements climatiques actuellement qui permettrait de dissuader, par la perspective d'une sanction pénale, les opérateurs économiques ou les responsables politiques d'émettre ou de permettre l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, je crois effectivement que cette reconnaissance d'un crime d'écocide viendrait combler cette lacune, qui, à mon avis, n'est pas seulement une lacune sur le plan de la technique juridique et des outils qui sont mobilisés, mais qui est aussi plus fondamentalement, peut-être une lacune pour la crédibilité du droit international en tant qu'instrument de résolution de ce problème du climat. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 25 ans maintenant, un peu plus, que l'on négocie des règles sur le climat et qu'on arrive à des résultats, et je crois que c'est un euphémisme, qui sont très limités. Et donc, on en vient maintenant à se dire que ce problème des changements climatiques, en fait, il est trop grave pour que la seule réponse que le droit international apporte soit une réponse qui soit fondée sur l'incitation, la négociation et le respect des souverainetés nationales. Donc, tant que le droit international n'aura pas défini une sorte d'interdit fondateur, pour reprendre une expression de la professeure française Mireille Delmas-Marty, eh bien, on peut se dire que ce droit international n'aura pas en fait pris véritablement le problème des changements climatiques au sérieux. Donc, de ce point de vue, la reconnaissance d'un crime d'écocide qui permettrait de sanctionner pénalement le comportement qui porte atteinte au système climatique aurait, à mon avis, une réelle plus-value et ça représenterait une véritable avancée. Alors, cela dit, il faudrait d'abord qu'il y ait un certain consensus sur le fait que les formes d'atteinte les plus graves au système climatique sont bien un mal qui est inacceptable et que la société internationale réprouve totalement. Alors, je ne sais pas si ce consensus il existe aujourd'hui, mais ce qu'on voit quand même depuis quelques années, et ça sera mon deuxième commentaire, c'est qu'on voit se mettre en place un discours qui, justement, vise à promouvoir et à faire accepter cette idée selon laquelle les atteintes les plus graves au système climatique sont quelque chose d'inacceptable. Et ce discours, il passe par le biais du contentieux climatique et des droits fondamentaux. Alors, d'un côté, on voit qu'il y a beaucoup d'organes de traités internationaux en matière de droits de la personne qui reconnaissent aujourd'hui que le fait de ne pas agir suffisamment contre les changements climatiques, ça constitue une atteinte aux droits fondamentaux. Et il y a plusieurs juridictions, tant des juridictions internationales que nationales, qui sont sollicitées et à qui l'on demande de parvenir à cette même conclusion et notamment de reconnaître que le droit à la vie implique le droit à un système climatique stable. Et c'est ce qu'on voit actuellement en Ontario dans l'affaire Sophia Mathur qui pourra procéder sur le fond. Or, reconnaître que ne pas agir contre les changements climatiques, c'est porter atteinte au droit à la vie. À mon avis, c'est déjà une première manière de signaler que les atteintes à l'intégrité du système climatique ne sont pas quelque chose d'acceptable, qu'elles sont inacceptables.
Et en ce sens, le contentieux climatique qui est fondé sur les droits de la personne constitue sans doute un phénomène qui vient servir la notion d'écocide et qui donne une certaine légitimité à ce projet et à l'idée d'instaurer une sanction pénale pour les atteintes les plus graves au système climatique. Alors, il reste quand même, et ça a été dit par le conférencier précédent, il reste quand même que ce discours se heurte à une réalité que l'on observe dans les droits nationaux, c'est que émettre des gaz à effet de serre, même en quantité importante, ça reste encore aujourd'hui une activité qui est licite. Une activité qui est réglementée par des procédures d'autorisation préalable, par des mécanismes de tarification du carbone, par des normes techniques, mais quand même, ça reste une activité licite. Ce que la loi punit, et parfois par le biais du recours à la sanction pénale, ce n'est pas d'émettre des gaz à effet de serre, mais c'est d'émettre des gaz à effet de serre en contravention avec les règles qui disent comment on peut émettre des gaz à effet de serre. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir, il y a sans doute une différence entre ce problème du climat et d'autres formes d'atteinte à l'environnement, comme des déversements de polluants ou le trafic d'espèces menacées d'extinction, qui sont des faits qui sont davantage considérés comme socialement inacceptables et qui sont déjà, pour la plupart d'entre eux, réprimés, soit par le biais du droit international, soit par le biais du droit national. Ce qui m'amène enfin à mon troisième commentaire, mais qui sera peut-être un peu plus bref, c'est que le droit des changements climatiques présente certaines particularités qui font que organiser la répression des atteintes au système climatique par le biais d'une incrimination pénale, manifestement, ça soulève certaines interrogations. Je vais simplement en évoquer deux. Alors, la première, elle a déjà aussi un peu été abordée, c'est la question de savoir sur quoi est-ce qu'on devrait se fonder pour dire que le comportement qui est attribuable à une personne ou à un groupe de personnes cause spécifiquement un dommage qui est grave au système climatique. Donc, la question, c'est comment on fait pour apprécier la gravité d'un dommage qui est causé au système climatique. Alors, première solution, ça peut être de se fonder sur les effets des changements climatiques. On peut dire, vous avez causé un dommage important parce que vous avez généré un ouragan, une sécheresse, une vague de chaleur, etc. Mais évidemment, on est confronté ici à un problème avec la question du lien de causalité. Donc, pour contourner ce problème de causalité, ça serait peut-être de recourir à des seuils indicatifs. Le problème, c'est qu'on sait que les opérateurs économiques sont très forts pour fractionner et saucissonner leurs projets et contourner les seuils réglementaires. Donc, on n'est pas certain non plus que ce serait extrêmement efficace comme solution. Alors, il faudrait probablement recourir à un standard qui serait assez souple pour apprécier la gravité. Mais le contenu de ce standard, il n'est pas forcément évident à déterminer, sans compter qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'est-ce qui se passe si on a une entreprise qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais qui, par ailleurs, compense ses émissions en plantant des arbres ou qui, comme c'est permis par le protocole, par l'accord de Paris, qui achète des droits d'émission. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris au stade de l'établissement de la responsabilité comme une cause d'exonération ou est-ce que ça doit être pris en compte dans la détermination de la peine? Je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de l'articulation entre le statut de Rome et l'accord de Paris. Parce que si jamais l'accord de Paris était considéré comme un traité applicable au sens de l'article 21 du statut de Rome, il y a certaines questions qui pourraient se poser. Par exemple, on sait que l'accord de Paris accorde une plus grande flexibilité aux pays en développement. Et donc, est-ce qu'on devrait tenir compte de cette flexibilité dans l'application du crime d'écocide au changement climatique et donc tenir compte de la nationalité de l'auteur de l'infraction ou du lieu de la commission de l'infraction? Il y a peut-être aussi une difficulté plus fondamentale qui est que l'accord de Paris, en fait, n'interdit pas formellement aux États d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, on pourrait très bien dire, par une interprétation à contrario, que ce traité, en fait, a une fonction permissive et qu'il autorise donc les États, et par voie de conséquence les entreprises, à émettre des gaz à effet de serre. Donc, je me demande comment on fait pour réconcilier cet aspect-là avec la dimension répressive du crime d'écocide. Alors, je m'arrêterai ici, mais mon point est de dire, il y a effectivement pas mal de questions qui se posent sur le fait de comment appliquer cette incrimination au contexte des changements climatiques. Je n'ai pas dit que c'était des questions qui étaient insurmontables, mais je dis simplement que ce sont des éléments sur lesquels on doit avoir une sérieuse réflexion, parce que le but du jeu, ça sera quand même d'anticiper les critiques, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont avoir des critiques à formuler, et donc il faut qu'on ait des réponses à apporter à ces critiques-là. Alors, je vous remercie. Merci, Géraud. C'est une perspective. Tu as vraiment apporté des points là, qui posent, qui comblent, en fait, qui complémentent ce que Daryl et Jojo ont dit, hein, qui démontrent un peu la complexité, la simplicité apparente du crime d'écocide et ensuite la complexité concrète de le mettre en œuvre et de voir comment on le fait. Donc, la partie qui suit, il y a des excellentes questions dans le chat et inquiétez-vous pas, on va laisser le temps pour une discussion avec vous qui êtes là parce qu'il y a vraiment des bonnes questions et plein de monde qui ont envie de discuter avec vous. Mais avant même de vous poser une question, j'aimerais peut-être vous laisser
réagir à ce qui a été dit. Je voyais Jojo et Daryl faire ça quand Géraud parlait. Donc, peut-être un à la suite de l'autre, je vais donner la parole peut-être en ordre inverse, Daryl, Jojo, puis ensuite Géraud, juste pour répondre un peu si vous avez des choses à répondre les uns aux autres suite à ce que vous avez dit, puis ensuite on continuera. Donc, Daryl, je vois que tu... I just wanted to respond to some of the really good questions in the chats. Je voulais simplement répondre à certaines des très bonnes questions que je vois dans le chat. Roberta a demandé si les dommages transnationaux devraient faire partie de la définition. Et ça, c'est un principe bien établi en droit environnemental et en droit international. Ça, dommage transnational, ça pourrait être un des ingrédients très plausibles pour l'écocide. Quelqu'un d'autre demande si une compagnie plastique sait qu'elle fait des dommages, est-ce que ça ne répond pas à la définition de l'intention? La réponse, c'est oui, mais attention, là. Intention, comme j'ai mentionné, ça peut être une intention directe ou indirecte. Direct, c'est mon but. Là. Mon but, c'est de polluer. Mais indirect, c'est que la Cour pénale internationale doit avoir une certitude, une connaissance de la certitude. Ils sont un petit peu excessifs dans cette connaissance de la certitude. C'est difficile, mais c'est possible. C'est pour ça que je préfère connaissance de la probabilité de dommage comme une norme un peu différente. Richard a demandé qu'est-ce qui arrive si quelqu'un met sous licence ou approuve s'ils ont une permission en droit intérieur de leur pays, en droit national. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ont une permission au niveau national? Eh bien, c'est difficile. D'habitude, le droit pénal international s'en fout plus ou moins si c'est permis. Bon, les nazis permettaient le meurtre en Allemagne, on s'en fout, là, ça ne change rien, là. Ça, c'est le premier principe de droit international. D'autre part, le droit environnemental implique beaucoup de règlements, mais l'autre main encore, on ne peut pas dire que laisser faire tout ce que les systèmes nationaux font parce qu'ils font des choses absolument folles. Alors, ça va être une des choses qu'il va falloir comprendre. Il faut qu'il y ait certaines contraintes sur la capacité des systèmes nationaux parce qu'ils se font corrompre, ils sont corrompus, ils ne suivent pas le droit international. Et il y a une autre question sur la juridiction universelle. Oui, je pense que s'il y avait un traité, ça pourrait avoir une sorte de juridiction extraterritoriale. J'espère que ça répond à quelques questions que j'ai vues. Oui, vous êtes tout un rebelle. Je savais que tu étais un rebelle. Non, on allait répondre aux questions de l'auditoire plus tard. Ne vous inquiétez pas, on va avoir encore de temps. Non, je sais que vous avez fait ça avec une bonne intention, je le sais. Alors, je vous aime, Daryl, c'est pour ça que je vous ai... Jojo, voulez-vous dire quelque chose sur ce que Géraud ou Daryl ont dit? Avant de passer à la période de questions? Oui, certainement. J'aimerais, vous savez, la connaissance. Hein? J'aime beaucoup de ces questions que Géraud a soulevées, sont vraiment épineuses. Hein? Par exemple, comment s'attaquer au climat avec une définition d'écocide, mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas discuté. Par contre, c'est le fait que les changements climatiques, ultimement, c'est un symptôme de plusieurs décennies de graves destructions des écosystèmes. Donc, un grave écocide depuis des décennies. Alors, c'est ça la cause. On peut réduire les émissions tant qu'on veut, mais si on continue de détruire les écosystèmes et les habitats au rythme qu'on le voit, on détruit les puits de carbone et ces choses sont toutes connectées. Et pour le moment, la conversation sur le climat au niveau international est presque exclusivement concentrée sur les émissions. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment une honte parce que le côté biodiversité, écologie de l'équation est absolument clé. Et nous croyons que peu importe ce qui émerge comme définition de l'écocide finalement et à quel point on peut vraiment s'attaquer au changement climatique, ça va s'attaquer au changement climatique parce qu'il y a des dommages, ces dommages directs ont un effet direct sur la situation climatique. Alors, bon, c'était ça ma pensée que je voulais partager avec vous ici. Jérôme, veux-tu répondre à ça ou... Je ne sais pas si tu cherches ton micro ou tu m'ignores, donc on va continuer. Okay, non, c'est j'ai une coupure, je m'excuse. Non, mais en fait, je voulais simplement peut-être faire un commentaire que je crois qu'au-delà de la question de l'écocide, il y a une problématique qui est en train d'apparaître ici, qui est une problématique qui me rappelle une problématique qu'on a eue il y a quelques années dans le domaine du droit de l'environnement avec le projet de pacte mondial sur l'environnement, qui est qu'il est difficile d'ajouter des briques, j'allais dire,
intersectorielle ou transversale dans ce droit de l'environnement, alors qu'on a construit un droit de l'environnement sur des choses qui sont assez fragmentées et parcellaires. Donc, j'aime bien l'idée du traité séparé dans lequel il y aurait des incriminations pénales, parce que je crois que ça pourrait permettre de capturer mieux la diversité des situations d'atteinte à l'environnement. Et j'ai peur qu'une seule incrimination pénale ne puisse pas permettre d'encapsuler tous ces problèmes-là. Il y a aussi un danger aussi de stratégique sans doute, qui est le fait de prévoir une incrimination pénale large, donnera plus de pouvoir aux juges et est peut-être moins susceptible d'être accepté par le législateur, ici les États. Donc, il y a aussi une question de savoir quel est le pouvoir qu'on transfère aux juges versus le pouvoir que les États auront dans la définition de cette incrimination. Et j'ai l'impression que les États garderont peut-être davantage de pouvoir s'ils s'amusent, entre guillemets, à négocier un traité que si on fait une incrimination courte et générale et en faisant un transfert de pouvoir important vers le juge. Il y a peut-être aussi des enjeux de légitimité démocratique qui se posent ici, parce que ce sera difficile d'expliquer, d'influencer le travail du juge sur la manière de construire les interprétations de la qualification. Yeah, go, Jojo. So yeah, I very much appreciate what Jérôme just said. J'apprécie ce que Jérôme vient de dire ici. Et la façon dont nous voyons le crime d'écocide, c'est pas quelque chose qui va tout régler, mais c'est quelque chose qui peut faire le pont. Dans un sens, ça ajoute une interdiction, un crime extrême et bien défini au niveau international. Ajouter ce crime pour des actions extrêmes à la possibilité d'ouvrir l'arène à ce qui pourrait émerger à plus long terme. Bon, ça pourrait donner place à un traité qui pourrait être plus nuancé et qui pourrait couvrir beaucoup plus de choses. Et on voit que potentiellement, il y aurait des domaines, des attitudes qui pourraient changer par rapport à l'environnement. Mais la réalité, c'est qu'actuellement, comme je comprends les choses, il y a eu des crimes contre l'humanité. Il y a une convention sur les crimes contre l'humanité qui est déjà sur l'étagère depuis longtemps et le pacte mondial sur l'environnement aussi qu'on a eu, qui vient de la France et qui a eu sa première grande réunion l'an passé, a vraiment eu difficulté à aller nulle part, hein, passer les blocs de départ. Donc, dans cette intervention particulière, ce que je vois, c'est que on ne commence pas de zéro quand même, c'est ça que je veux dire. On amende un document qui est déjà en place. Donc c'est un petit peu, d'un point de vue procédural, c'est relativement simple, comme une façon d'essayer de recruter dès le début tout un ensemble de consensus internationaux. Et je dois dire que dans cet égard particulier, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que les États-Unis, la Russie et la Chine ne soient pas membres de la Cour pénale internationale, parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'échapper de la mise en œuvre. Ce qu'ils pourraient peut-être faire si on commençait un nouveau traité à partir de zéro. C'est juste quelques réflexions que je voulais dire en réponse à ça. Oui, ça m'amène ici à un enjeu crucial qui est central. C'est la stratégie d'essayer d'amender le statut de Rome a des conséquences. La Cour pénale internationale n'a des juridictions que sur les personnes physiques, les individus. Mais on sait que le crime d'écocide, ce sont des crimes commis par des compagnies, des entités ou des entités d'État. L'idée, je suppose, ce n'est pas seulement de punir, mais de dissuader ces crimes. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Comment l'inclusion de cela dans le statut de Rome pourrait contribuer à dissuader les gens de faire de l'écocide en considérant qu'il y a une juridiction sur des personnes physiques? Je vous voulais parler? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une clé. C'est un des avantages clés de la criminalisation devant la Cour pénale internationale, particulièrement pour l'écocide, lorsque le genre d'activités que l'on vise sont surtout des pratiques de grandes sociétés ou d'États. Si vous êtes un criminel de guerre ou un maniaque du génocide, vous vous en foutez peut-être un peu de votre image publique, mais si vous êtes une corporation, une grande société, vous avez votre profit en dépend directement, la confiance du public dépend. Alors, si votre liberté et votre réputation sont en jeu, alors dans le contexte du monde des grandes compagnies, du monde corporatif, c'est beaucoup plus dissuasif, encore plus que pour d'autres crimes. Et on a constaté que lorsqu'on change la réglementation, on change les budgets des sociétés. Ils vont peut-être mettre de côté plus de fonds
pour plus de causes de corruption. Ils vont acheter des avocats plus chers pour contourner ces règlements. Mais quand vous criminalisez les choses, vous avez beaucoup plus de chances de changer les comportements parce que c'est une responsabilité personnelle qui entre en jeu. Daryl, allez-y. Je suis d'accord avec Jojo et j'aimerais ajouter ceci, que la Cour pénale internationale ne condamne pas des corporations parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre là-dessus, mais je ne pense pas que c'est un grand problème parce que les conseils d'administration, les présidents, les PDG, ce sont tous des êtres humains et la Cour pénale peut poursuivre des humains. Hein? Alors, je pense que c'est quand même jouable. Ce n'est pas mon domaine d'expertise particulier. C'est sûr qu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, elles proviennent d'entreprises, mais on pourrait tout à fait poursuivre les personnes physiques. C'est juste plutôt une interrogation que je partagerai, puisque ce n'est pas mon domaine, le droit international pénal, mais je me posais la question de la complicité. Comment est-ce qu'on gère cet enjeu-là? Parce que dans la décision d'un projet qui est climaticide, il y a une personne qui a initié le projet, il y a des personnes qui ont fait des études d'impact, il y a des personnes qui ont relu les études d'impact, qui les ont approuvées. Il y a plusieurs sous-ministres qui ont donné des autorisations. Il y a aussi un ministre qui a donné l'autorisation et possiblement le gouverneur en conseil aussi a donné son autorisation. Et ultimement, si c'est un projet de sable bitumineuse, ça se peut que vous et moi, si on n'a pas acheté de voiture électrique, ce soit nous qui mettons l'essence dans notre voiture. Alors, je me pose la question de la complicité. Comment est-ce qu'on gère cette question-là? Ce qui peut-être nous amène dans un autre débat qui est l'articulation, la répartition entre l'incrimination nationale et internationale. Lisa, did you want to jump in? Quelqu'un veut intervenir? Oui. Oui. C'est une discussion très riche. Il y a tellement de choses qu'on peut discuter ici. Peut-être juste un bref suivi. C'est un petit peu philosophique, mais c'est une inquiétude qui a été soulevée et c'est une question qui peut être adressée à n'importe quel des panélistes. On parle du risque quant à la création d'une hiérarchie de dommages, de préjudice, quand on parle de préjudice environnemental. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un peu aux inquiétudes qui ont été soulevées, qu'en établissant une certaine norme au niveau international où l'écocide est vu comme un crime international, est-ce qu'il y a un risque que tout ce qui est inférieur à ça, qui est moins que l'écocide, pourrait être considéré « Ah, ben, c'est pas si mauvais que ça ». Je ne sais pas qui voudrait réfléchir là-dessus. Peut-être Jojo pour commencer. Bon, écoutez, je pense qu'on a effleuré cette question un petit peu aussi plus tôt. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Mais c'est le contraire qui est vrai, je pense. Je pense que le moment, dès que les réglementations environnementales en général ne se voient pas accorder le même poids que d'autres types de crimes. Alors, criminaliser quelque chose au haut niveau peut changer cette perception et ça vise à rehausser, au contraire, l'importance et l'application des réglementations inférieures. Alors, c'est le contraire, je pense, qui va se produire. Et j'aimerais revenir à un point très brièvement sur ce que Géraud disait auparavant au sujet. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que, en tant que citoyen, on s'est fait tromper. Il y a une grande fraude par les grandes machines des grandes sociétés à un degré incroyable. C'est-à-dire qu'on se fait dire que c'est votre faute, vous les consommateurs, vous exigez des choses et regardez ce que vous faites. Et c'est vous qui êtes les coupables. Vous devez prendre des actions individuelles parce que vous êtes tous coupables. Ce n'est pas une réalité quand même. Moi, j'habite dans une région rurale, donc j'ai une auto. Oui, ça marche avec des carburants fossiles, pas parce que je ne peux pas me permettre d'acheter quelque chose d'autre. Ce n'est pas une décision que j'ai prise, c'est une décision qui a été prise quant aux subventions, qui est subventionné, où est-ce que le lobbying se passe au niveau supérieur. Alors, il y a viser le niveau supérieur et les individus au niveau supérieur est très sensé dans un portrait d'ensemble pour mettre la responsabilité aux consommateurs. Nous ne sommes pas juste des consommateurs, nous sommes des citoyens et nous avons des options. Alors, c'est un peu la remarque que je fais. Daryl? Je pense que Jojo a bien tapé sur le clou. Le statut de Rome a aussi un article 10 qui dit
juste parce qu'on a défini ces terribles crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de génocide, ça ne veut pas dire que tout le reste est beau, mais ça apparaît dans l'article 10 du statut de Rome. Peut-être que cette disposition pourrait être amendée ou référée d'une autre façon. J'ai remarqué ça dans le travail que j'ai fait sur l'écocide. Je pense que c'est important d'avoir des choses qui disent qu'on a un crime à très haut seuil, très, très grave, mais ce n'est pas une permission pour tout le reste. Et je suis d'accord avec Jojo. Je pense que ça va donner un élan pour rehausser l'importance des, plutôt que d'étouffer, d'enlever l'oxygène aux crimes inférieurs. Je vais poser une dernière question de votre part, là, qui a deux aspects, deux volets. Ensuite, on va passer aux questions provenant des gens dans l'auditoire. Vous avez mentionné à différents niveaux, vous avez fini là-dessus, vous avez parlé de l'impact de la création d'un crime international d'écocide au niveau national. Hein, bien, c'est sûr qu'on sait, pour certains d'entre nous, que les cours pénales internationales ont une question de complémentarité, ce qui veut dire que techniquement, si vous le ratifiez, éventuellement, si vous ratifiez le crime d'écocide, vous allez criminaliser les crimes du statut de Rome dans votre propre droit et ça va dans vos juridictions subnationales. Alors, je me demande si vous pourriez rapidement expliquer quel impact vous pensez que ça pourrait avoir au niveau national. Jojo, vous avez mentionné que certains États ont déjà criminalisé ce crime, ce délit d'écocide. Hein? Ce n'est pas une victoire parfaite, mais je sais que ce n'est pas parfait, ce délit d'écocide qui n'est pas un crime d'écocide. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect criminel dans les droits nationaux? Comment ça pourrait s'insérer dans le droit national? Ma deuxième question, quel doit être le rôle du Canada? Vous l'avez mentionné au tout début, Lisa, que le Canada est un grand champion techniquement pour la justice internationale, les droits de la personne. En moins, on se vante de faire ça. Mais où est le Canada? Est-ce qu'on a déjà fait ça? J'aurais aimé qu'il y ait des gens du ministère de la Justice qui sont avec nous aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau de la base ici au Canada pour s'assurer que le Canada joue un rôle significatif dans ce débat plus large? Qui veut y aller, qu'il y aille. Ça me fait plaisir de répondre à la dernière partie, l'aspect plus criminel. Je vais laisser ça aux autres, l'aspect plus criminel. Pour ce qui est du rôle du Canada, hein, ce qu'on espérerait voir de la part du Canada, comme on l'a vu de n'importe quel autre pays qui est engagé dans cette conversation, c'est de déclarer à quelque niveau que ce soit que le Canada appuie le crime international d'écocide. Je crois que ce n'est pas particulièrement difficile à faire politiquement de pouvoir le dire. Et ça va aussi avoir un effet d'éducation. On pouvait voir que ça s'en venait. Et ça, c'est très, très important. Les gens qui peuvent voir que ça s'en vient, là, ce qu'on fait au Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire au Canada? Cette question, c'est d'en parler. Hein? Le crime d'écocide, utiliser ce mot écocide, populariser ce mot pour décrire une destruction grave et sérieuse, faisant une conversation pour que vous puissiez amorcer une conversation. Et c'est une question que les gens doivent penser à ce genre de choses. Il y a des conversations qu'on commence à avoir maintenant avec les ONG, avec le secteur corporatif, avec toutes sortes de personnes différentes, portent sur le fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Ça s'approche. Même les compagnies d'assurance, en fait. C'est une compagnie de réassurance. Paul Higgins a eu une conversation avec eux il y a quelques années. Il y a certains avocats de Lloyd's, je crois. Ils ont dit, on savait que quelque chose comme ça s'en venait. C'était une question de savoir quand. Alors, toute cette conversation, donnez vie à ce concept, dire, ah, c'est quelque chose qui est en train d'être défini, c'est en train d'être considéré, c'est discuté. Ça va stimuler ce genre de pensée, de réflexion dont nous avons besoin. Et les gens vont dire, oh, peut-être, on a peut-être vu que ce paramètre va venir. On voit ça comme un garde-fou là, pour corriger les gens un petit peu, là, pour nous envoyer dans la bonne direction. Pour l'instant, c'est un garde-fou. Mais le pouvoir de ça, de ce garde-fou, c'est de voir que ça s'en vient et d'avoir ces conversations longtemps avant que ça se termine dans la lettre de la loi et du droit. Ça va déjà faire une grosse différence. Daryl, oui. Le Canada, il y a eu des commentaires qui ont été faits, le Canada a dit on surveille avec intérêt cette définition qui va émerger. Je pense que quelquefois, je m'excuse à
tous les autres personnes du gouvernement sur ce chat, je vous aime. Mais la position du Canada sur les choses, c'est qu'on reste sur la clôture, on reste sur la clôture, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Ça décrit bien le Canada, des choses dirigées par le Canada. On a un gouvernement libéral qui prétend se préoccuper beaucoup de l'environnement. Il y a beaucoup de preuves, oui, qui se préoccupent du changement climatique. Le Canada est un leader au niveau du droit criminel international aussi, du droit pénal. J'espère que le Canada, une fois que le crime est défini, j'espère que le Canada va sauter de la clôture d'un côté ou de l'autre de la clôture et devenir un supporter fervent. Et maintenant, pour les poursuites au niveau national, je suis tout à fait d'accord. C'était la question de Lisa. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'une poursuite dans la Cour pénale internationale qui va être tellement limitée. Actuellement, tout le monde a peur d'adopter une législation, surtout une législation extraterritoriale, parce que on marche sur des œufs, si vous voulez. Alors que si on crée une définition internationale, les États peuvent la mettre en œuvre. Ils peuvent s'habituer assez rapidement à ça. Alors, je vois ça certainement comme je veux beaucoup de poursuites au niveau national. J'aimerais aussi, oui, je pense aussi qu'il y a une largeur qui deviendra possible, un élargissement. Là. Pour vous donner un exemple, disons que vous avez une compagnie américaine qui commet un écocide, disons au Venezuela, plus supposons, et ils ont un bureau en Belgique. La Belgique est un membre d'avant-garde dans cette discussion et a une réputation d'opérer une compétence universelle, une juridiction universelle à Bruxelles. Si la Belgique ratifie ce crime, une compagnie, le bureau de cette compagnie pourrait être poursuivi en Belgique. Alors, on élargit le potentiel d'une véritable poursuite qui pourrait se produire et comment ça pourrait se produire. Lisa? Non. Merci, merci. Je viens de revenir à certaines des questions dans la boîte de conversation et j'aimerais nous rappeler à tous que ce n'est que le début de la conversation. On espère vraiment qu'on va se concentrer sur certains de ces gros enjeux et qu'on va continuer cette discussion à un événement futur. Mais je voulais simplement revenir ici à une ou deux questions qui m'arrivent de la boîte de conversation qui sont un peu liées à cette notion de dommage ou préjudice aux humains. La question de Patty à Jojo, est-ce que ça aide de penser à l'écocide comme un mécanisme d'application pour le droit à la vie ou est-ce que c'est pas trop imaginaire de voir ça de façon aussi focalisée? Il y a une ou deux autres questions qui se concentrent sur la santé humaine. Je sais que ça fait partie de la discussion quand on parle de la définition, c'est de se concentrer seulement sur les dommages à la Terre et avoir ce paradigme, ce changement de paradigme, pas juste les humains. Mais est-ce que ça peut être quelque chose d'universel? Parce qu'après tout, tout ça est interrelié, ces liens entre l'humain et la nature. Jojo? Oui, oui, je vais m'essayer là-dessus. J'ai essayé de réfléchir à ça aussi. On espère que ce qui va sortir de cet exercice de rédaction ne sera pas restreint aux dommages aux êtres humains et pourrait donc tenir en compte les crimes contre les écosystèmes, peu importe qu'il y ait des dommages contre les humains ou pas. Mais la question sur le droit à la vie, elle est intéressante parce qu'on se fait souvent poser quelle est la relation entre le mouvement écocide et le mouvement pour les droits de la nature. La façon dont on pense à ça, c'est que c'est un discours sur les droits puis un discours pénal qui sont deux faces de la même. Mais le droit de la personne est un droit à la vie, mais c'est protégé par un droit pénal parce que c'est parce que si on frappe quelqu'un, c'est un crime. Alors, si on voit l'écocide comme complément du mouvement de droit à la nature, dans ce sens que le crime d'écocide pourrait protéger les droits de la nature. Et c'est vrai que les droits de la nature, maintenant, ça n'a pas été répondu. Hein? Dans le monde, ça a été de différents niveaux. On a répondu à cela, ce droit de la nature. Mais ça représente un déplacement de mentalité encore plus fort que le crime d'écocide. Ça implique que tout le système juridique reconnaîtrait que ce n'est pas les humains qui sont les seuls sujets de droit. On sait que les corporations sont des sujets de droit aussi et peuvent être traités comme des sujets de droit et des personnes juridiques. Mais le crime d'écocide, on voit ça comme une façon qui va pouvoir faire basculer, changer les mentalités vers quelque chose de plus grave, une acceptation plus large, qui a des droits de sujets qui ne sont pas nécessairement humains. Alors, c'est complémentaire. Il y a une relation complémentaire entre les deux ici. Géraud? Oui,
Sur la question qui vient d'être posée, en fait, ça renvoie à la question de quelle est la valeur protégée par ce crime d'écocide. Et c'est une question que je me suis posée moi aussi, et en consultant les travaux qui ont été faits par le professeur Laurent Néret en France, effectivement, c'était une des questions sur lesquelles ils ont beaucoup débattu. Est-ce que la valeur protégée, c'est la nature pour elle-même, ou est-ce que c'est l'être humain en tant qu'utilisateur de la nature? Et ce débat-là est important parce que si on considère que ce sont les deux valeurs qui sont à la fois protégées, on peut très bien arriver à des conflits d'objectifs dans l'hypothèse, par exemple, où on a une espèce envahissante qui est nuisible pour l'homme, et ce ne sont pas des scénarios futuristes, c'est des cas avec lesquels on peut être confronté. Est-ce que ça serait un écocide de contrôler, éradiquer, supprimer, tuer des membres d'une espèce sous prétexte que cette espèce-là est néfaste pour l'être humain et porte atteinte à la vie? Alors, c'est des enjeux qui sont peut-être un peu plus philosophiques, mais je crois comprendre, sans être expert du droit pénal, que la question de la valeur protégée, c'est un élément très important dans la définition de l'incrimination. Et là aussi, il y aura évidemment un choix très clair à faire qui, si c'est inclus dans le statut de Rome, sera peut-être une différence importante par rapport aux autres incriminations, parce que si j'ai bien compris, les autres incriminations, la valeur protégée, c'est l'individu et pas autre chose qui est extérieur à l'individu. Daryl, do you want to chip in or should I? Bon, Daryl, vous voulez... J'ai demandé à John Backer, qui est un membre de notre partenariat, John Backer, qui suit la discussion de près. J'ai demandé à John Backer de bien vouloir s'exprimer peut-être et poser sa question. John, êtes-vous là et pourriez-vous poser votre question? Je pense qu'elle était dirigée à Jojo qui pourra répondre. Bonjour, je suis content de vous avoir. Oui, je suis content de voir tout le monde et félicitations pour cette initiative et félicitations à ceux qui mènent cette initiative. Je crois que c'est un sujet très important. Je pense qu'il y a eu une question qui a été posée aussi par Richard d'Affaires mondiales Canada. Là où les États vont sanctionner ce qui est de toute évidence de graves dommages environnementaux, mais qui sont justifiés par des droits souverains convaincants pour la sécurité nationale ou la défense. Et je pense très, très, très concrètement à la façon dont l'Irak a justifié le drainage des marais méridionaux au début des années 90. C'était une des plus grandes sources d'eau douce dans le monde, la plus grande source de biodiversité dans tout le Moyen-Orient. Mais leur raison, c'était la sécurité nationale. Et ils avaient un bon argument parce qu'ils avaient été attaqués dans une guerre de 8 ans par l'Iran, etc. Et ces marais nuisaient à leurs actions militaires. Est-ce que je pourrais penser un peu plus ça comme un petit peu comme la Convention sur le génocide, où il y a une responsabilité mise sur les États de protéger et identifier. Est-ce qu'il y a une responsabilité d'État de protéger ou préserver des environnements identifiés, des habitats identifiés ou de ne pas causer de graves nuisances au moins, ce que ça ne crée pas le problème de sanctionner des acteurs privés ou des États. En passant, ça se relie aussi avec une autre question que quelqu'un a posée sur la réparation. Parce que, bien sûr, ce que les grandes compagnies peuvent dire virtuellement, on va faire une réparation. Si on parle d'énormes événements écocidaux, je pense qu'il va falloir penser à des mesures de réparation très, très sévères. Je serais curieux de voir comment les pénalistes vont répondre à ces questions. D'accord. Et je vais prendre la dernière partie en premier. Bien sûr, la côté réparation et la restauration, la réhabilitation, ce sont les aspects qui vont devoir venir au moment de la détermination de la peine. On n'est pas là, on n'est pas encore rendu à déterminer des peines. Hein? On est juste à la rédaction du crime pour trouver un libellé pour le crime. Évidemment, je suis sûr que Polly Higgins aussi était très intransigeante là-dessus. Ce que je voudrais voir, c'est que les condamnations pour crimes d'écocide devraient absolument inclure de la réparation et de la restauration d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'il y a aussi certaines possibilités intéressantes qui surgissent un peu dans d'autres domaines. Par exemple, il y a un groupe qui examine les litiges sur la conservation, par exemple. Et
comment des crimes contre la faune, par exemple, et certaines espèces pourraient aussi être déclenchés dans le cadre de ces processus de litige, et ça pourrait peut-être déclencher un processus de réparation ou de restauration, comme faisant partie de la peine ou de la réponse demandée contre ces actions. Actuellement, c'est pas très, on n'en porte pas beaucoup d'attention, mais il y a déjà des litiges, il y a déjà des mécanismes possibles qui existent, mais qui ne sont pas vraiment utilisés. Alors, c'est une zone grise encore pour le moment dans nos discussions. Et pour ce qui concerne l'autre question sur le droit national, les droits nationaux, etc., pour moi, on se demande ici, est-ce qu'on veut définir le crime par la quantité de dommages que ce crime cause? Et ça, je pense que personnellement, ma préférence personnelle, ce serait ça, oui, qu'on tienne compte de la gravité, dans ce sens qu'on ne sait pas vraiment d'ici 3 ans quelles seront les activités écocidaires qui seront faites. Mais si on a la définition des termes, c'est quoi un dommage sévère, c'est quoi un dommage à long terme, si on définit tous ces termes, ce devrait être là les critères de la réparation. Ce n'est pas nécessairement le comment et le pourquoi, c'est qu'est-ce que ça fait comme nuisance et comme dommage. C'est ça qui peut être mesuré. Ça peut aider beaucoup à répondre à votre question, John. Jérôme, I think he was quicker with Jérôme. you than you. No, I think you were quicker, Daryl. Go ahead. Je pense que ça va très bien, Daryl. Vas-y, Daryl. Non, en fait, je m'excuse parce que je pense qu'il y a une nuance dans la question de John et je ne l'ai pas comprise. Alors, je vais donner mon tour ici. Jérôme? Sur la réparation, il y a eu en 2018 une avancée importante à la Cour internationale de justice qui était la réparation du préjudice écologique dans l'affaire du Costa Rica et du Nicaragua et qui envoie quand même un certain signal, c'est qu'il est possible maintenant, dans un cadre contentieux au niveau international, d'indemniser un préjudice écologique. Alors, on peut discuter de la méthode qui a été utilisée. J'ai cru comprendre que la Cour internationale ne se prononce pas vraiment. Mais à mon avis, le principal problème n'est pas tellement l'obligation de réparer que de mesurer qu'est-ce qui doit être réparé. Parce que, je reviens, je suis désolé, je fais une obsession avec ça, mais avec mes changements climatiques, une entreprise qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, quel est précisément le dommage qui peut lui être attribué? Et là, on rentre dans des controverses sur la question de la causalité et de l'étendue du dommage qui sont extrêmement compliquées. La position de la Cour internationale de justice, même si évidemment elle peut évoluer, c'est quand même qu'il faut qu'il y ait un lien de causalité suffisamment direct entre le fait internationalement illicite et le dommage pour qu'on puisse réparer le dommage en raison de la violation de ce fait. Donc, je ne sais pas très bien quelle forme ça peut prendre. Maintenant, on peut tout à fait décider que la réparation, elle ne se fait pas sur la base d'un dommage qu'on a été capable de mesurer, mais sur la base d'autres choses. Et là, peut-être, ça va être à nous, juristes, de proposer des alternatives. Je n'ai pas la réponse là, encore une fois, mais on n'est pas obligé de réfléchir uniquement sur le terme du dommage pour concevoir la réparation. Fanny, could I just push a bit? Fanny, est-ce que je pourrais pousser un petit peu plus Daryl là-dessus? Merci de ces réponses, Géraud, de ces réactions, Géraud et Jojo. Mais le côté réparation, pour moi, est moins important que le premier volet de ma question qui était, je suis d'accord avec la proposition de Daryl que ce serait rare qu'une personne va décider de faire un écocide massif ou ait la capacité de faire un écocide massif. Alors, je parlais plus de corporations, de sociétés ou de gouvernements, même en fait, d'actions initiées par un gouvernement. Ça a la bonne échelle, ça a la bonne étendue possible aussi. J'essaie de comprendre l'intersection entre la responsabilité des États et en passant le but de la réparation. Par exemple, d'après ce que je comprends, selon le droit pénal international, c'est assez, il y a une absence de mesures temporaires ou de réparatrices efficaces. Il n'y a aucun individu qui va réparer le genre de choses dont on parle ici. Ça ne peut pas être fait par des individus. Alors, je suis curieux quant à cette intersection entre la responsabilité des États et des compagnies. Je pense que dans la Convention sur le génocide, ça serait peut-être plus approprié, ou en tout cas, ça pourrait être plus complémentaire comme paradigme. Il faut avoir un peu les deux, à mon avis. Oui, et je suis content que vous ayez clarifié votre question parce que je savais que je n'avais pas complètement compris votre question. Formidable.
Oui, d'abord, je pense que l'écocide est d'habitude va être commis par des sociétés, des corporations ou des États. Bon, c'est un des défauts du droit pénal parce que le droit pénal partout se concentre sur les actions de petites personnes, des petites gens, hein, des personnes ordinaires, des citoyens, et non pas sur les actions des gens puissants ou des choses puissantes comme les États et les corporations. Les choses que les États et les corporations font sont définies d'une façon qui n'est même pas criminelle, alors qu'objectivement, c'est criminel en principe. Ah oui, vous avez raison, il faut que ça couvre des acteurs étatiques. Et je suis d'accord avec la responsabilité des États. Si l'écocide est la forme la plus sérieuse de dommage environnemental, alors je pense que presque n'importe quel acte d'écocide sera aussi un tort international qui donnera lieu à une responsabilité d'État, exactement comme le génocide est à la fois un crime et génère aussi une responsabilité d'État. Ouais, je n'étais pas sûr si j'ai vu votre langage corporel. Pour ajouter quelque chose, Jojo, je ne sais pas, c'est un des défauts de Zoom. C'est difficile de lire le langage corporel. On est sur le point de conclure. Je sais que Christina a écrit plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez venir nous parler, vous connecter, sinon je peux essayer de soulever vos préoccupations ou si vous voulez. J'aimerais vous demander, vous donner le bénéfice de poser la dernière question si vous voulez. Merci. Oui, en fait, dans la même veine, je vais allumer ma caméra ici. Bon, dans la même ligne que ce qu'a dit John Packer au sujet de l'Irak, dans le cas du Venezuela, vous savez, c'est un régime et ce sont des individus à la tête du gouvernement vénézuélien qui promeuvent cet écocide de ces opérations minières illégales pour de l'or dans des régions référées, dans des sites patrimoniaux, dans des zones protégées. C'est ouvert et c'est incroyable ce qu'ils font pour les minières aurifères. Mais c'est des gens, mais c'est aussi des États qui mènent tout ça. Et comment est-ce que ça s'insère dans tout ce tissu? Pour moi, ce n'est pas totalement clair. Je comprends très bien la remarque de Jojo disant que ça va protéger les gouvernements et les États. On va avoir, lorsque les rôles sont renversés, comment ça marche? Oui, allez-y, Jojo. Bon, je me demandais. Bon, je dirais que d'une façon, c'est exactement où la Cour pénale internationale entrerait en jeu. Ce serait de maintenir les plus hauts niveaux de décision étatique responsables, enlever l'impunité des autorités étatiques. Je vais vous donner l'exemple d'un dossier qui a été fait contre Jair Bolsonaro à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité par le Chief Ronnie du Brésil, par des avocats français. Et on a, avec ses collègues aussi, cette accusation. Et l'accusation, c'était une accusation de crime contre l'humanité, mais c'était très clair que ce qu'il voulait faire, c'est de l'écocide qu'il voulait faire, c'est clair. Et s'il y avait eu une loi sur l'écocide, on aurait pu, ce litige aurait pu être déposé plus tôt. Il fallait avoir des évidences de crimes contre l'humanité qui résultent de l'écocide, en fait, pour que ça puisse devenir un litige déposé en cours. C'est là, c'est une cour de dernier recours, comme vous voyez, dans ce sens que lorsqu'un État ne veut pas poursuivre, lorsque l'État est le perpétrateur, c'est sûr, alors c'est là, justement, où la Cour pénale de justice est utile. Je suis d'accord et j'ajouterais aussi que, oui, la Cour pénale droit pénal international se concentre beaucoup sur des acteurs étatiques. C'est le cas dans les crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité. L'agression doit être déterminée. Mais dans l'écocide, on examinerait certainement les acteurs étatiques. Et pour parler de quelque chose qui a été soulevé dans le chat aussi, les gens parlaient de la dimension nord-sud. La Cour pénale internationale a tendance à se concentrer sur le Sud en général au niveau mondial. Il y a un bénéfice de l'écocide parce que l'écocide, c'est un crime où les perpétrateurs, les criminels sont souvent dans le Nord, mais les préjudices sont sentis plus dans le Sud. Je vois ça comme une action un peu correctrice à cette inéquité ou cette injustice globale. Jérôme, la parole.
Non, en fait, non, j'avais beaucoup de... Excusez-moi, je réfléchissais en même temps. Il y a vraiment beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit en même temps. Elles ne sont pas toutes liées à la question qui a été posée. Donc, je vais... mais enfin, si, je vais juste me permettre de revenir peut-être sur un point que Daryl évoquait tout à l'heure, qui est la relation entre le droit international général, la responsabilité des États et le droit international pénal. On a beaucoup de difficultés à aller chercher la responsabilité des États sur la base du principe de prévention. On sait que c'est une obligation de due diligence. On ne sait pas comment elle fonctionne. Elle n'a jamais été testée. Je me dis, est-ce que ça veut dire que l'incrimination va aider à ce qu'on, entre guillemets, débloque le problème du principe de prévention en disant, ben, dès lors qu'on condamne pénalement un responsable politique, ça veut dire ipso facto que l'État est aussi en violation du principe de prévention, ou est-ce que ça veut dire que c'est deux choses séparées? Et à ce moment-là, ça pourrait être, excusez-moi, mais vraiment insultant pour le droit de l'environnement, parce que ça voudrait dire qu'on est capable de condamner pénalement quelqu'un sans aller chercher la responsabilité de l'État sur la base d'une violation du principe de prévention. Ça veut dire que ça serait extrêmement difficile de prouver qu'il y a une violation du principe de prévention. Donc, je suis désolé, je suis resté bloqué sur cette question d'articulation entre les corps de règles, mais ça fait aussi partie de l'élément. Après, pour peut-être répondre à la question qui avait été posée, effectivement, il faudra aller chercher la responsabilité pénale des chefs d'État en exercice qui commettent ces gestes-là. Je crois que c'est effectivement là où il nous manque quelque chose. La seule manière qu'on a pour le moment, si je prends l'exemple du Canada, de mettre une barrière à ces éléments-là, c'est par le biais du contrôle judiciaire et du droit administratif. Et très franchement, ce n'est pas extrêmement satisfaisant. Donc, il nous faut quelque chose de plus. Et en ce sens-là, le droit pénal, clairement, pourrait poser une limite supplémentaire quand les décideurs prennent des décisions. Merci, Géraud. Et j'allais terminer, mais là, Ariane Goulet, qui est une de nos étudiantes, a posé une question qui était dans notre liste de questions au tout début et que je dois donc, je pense que c'est central aux discussions. Et ça me permet, en fait, Ariane, merci d'avoir posé la question parce qu'on va vous laisser réagir rapidement. Mais donc, la question est la suivante. Est-ce que toute la question de l'écocide, etc., s'approche ou en ça tient compte de la conception autochtone ou du leadership autochtone dans la protection du territoire? Puis donc, quelle est la place des peuples autochtones, même dans les projets de rédaction de la définition? C'est une question qu'on va aborder à la fin, mais qui est centrale aux enjeux et qu'on va réaborder par la suite dans nos prochains événements. Vous pouvez en être certaine, mais je ne peux pas m'empêcher donc de poser la question à nos panélistes sur donc la place du leadership autochtone, autant dans la conception du crime d'écocide que dans ce que c'est, dans sa définition, que dans le processus de rédaction de sa définition. Jojo, go ahead. Yeah, that's a lovely question. Oui, superbe question. Et je pense que une des choses clés au sujet de tout ce concept d'un droit de l'écocide, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir sur cette espèce de système dominant occidental. Un droit qui est profondément mal compris par le monde indigène, c'est la loi de la réciprocité. Ce n'est même pas quelque chose qu'on invente, c'est un fait qu'on voit autour de nous. Vous endommagez la terre-mère, il y a des conséquences. Donc, c'est le principe de réciprocité. C'est ça qu'on essaie de faire, justement. C'est de réfléchir cette réalité de la réciprocité. On voit les conséquences très sérieuses lorsqu'on endommage la terre-mère. On le voit mois après mois. Donc, il y a vraiment une espèce de conception fondamentale qui est très, très, très compatible avec les droits autochtones. Et en pratique, on a participé très, très sérieusement avec les leaders autochtones au cours des derniers mois et ils ont servi de cercle consultatif, en fait, pour nous fournir certaines informations, et certaines réflexions, certaines compréhensions, certains enseignements sur de quoi pourrait avoir l'air ce droit ou qu'est-ce qui devrait être considéré dans ce droit. Bien, une des choses qui doit être prise en considération de ce point de vue, dans la rédaction de ce droit et quels aspects de cela pourraient entrer finalement dans la définition, que ce soit dans la définition des termes, que ce soit pour définir un peu. Parce qu'une des choses qui est très frappante dans nos conversations avec les voix autochtones a été que cette
compréhension complète de la connectivité de toutes choses. Je ne sais pas, je pense pas que le terme nature soit utilisé comme terme séparé de l'homme. Tout fait partie intégrante du tissu de la vie. Alors, il y a une espèce d'élément contextuel ici qui est très frappant. Et peut-être que ça vaut la peine de mentionner aussi qu'il y a un réseau de leaders autochtones qui font des cérémonies pendant que le panel de rédaction fait ses réunions, ce qui est phénoménal et remarquable pour ce qui est du soutien à ce niveau qui existe pour ça. Je veux juste mentionner ça en passant. Merci. Géraud, Darrell, voulez-vous ajouter quoi que ce soit à ceci? Oui, oui, certainement, je suis d'accord. J'étais en fait, je suis nouveau dans le domaine du droit environnemental. J'étais un petit peu surpris de voir à quel point le droit environnemental nous voit ça comme une gestion des ressources. Il faut exploiter des ressources d'une façon gérable. Alors, ce serait vraiment formidable et merveilleux d'ajouter cette idée d'intendance, non seulement dans l'écocide, mais aussi dans tout le droit environnemental. Oui. Je ferai simplement un rapide commentaire. Évidemment, c'est une question sur laquelle il est difficile pour moi de me prononcer, mais je vais simplement partager quelque chose que j'ai observé dans le domaine des négociations sur le climat. Depuis plusieurs années, on fait appel à des concepts et des notions de communautés autochtones pour la conduite des négociations sur le climat. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des négociations de Durban, des négociations de l'accord de Paris. On l'a vu, dialogue de Talanoa. Et je constate quand même, c'est une observation empirique qui n'est pas du tout appuyée par des faits scientifiques, c'est vraiment empirique. On constate quand même que c'est un effet positif et apaisant sur le déroulement des négociations climatiques quand on fait appel à des concepts de droit autochtone pour structurer la négociation, pour organiser la procédure de négociation. Et donc, je partage simplement ce commentaire parce que je crois comprendre que dans ce mouvement de reconnaissance de l'écocide dans le statut de Rome, il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de procédures qui devront être mises en place et l'utilisation de ces concepts-là, l'appel à ces concepts-là, à cette culture-là de négociation peut avoir un effet positif, même quand ce sont des délégués qui négocient depuis des années et qui ont beaucoup d'expérience. Merci. Sur ce sujet, on va revenir. Et d'ailleurs, je vais donc terminer malgré l'intérêt pour la question en vous remerciant. Lisa va avoir le mot de la fin. Mais évidemment, on va remercier nos panélistes. Merci à tout le monde qui est présent ici sur le Zoom, sur le Facebook Live. Merci de vous joindre à cette discussion-là. Je pense que c'est une discussion qui mérite d'être faite en partenariat, justement, en partenariat entre les différentes disciplines. Merci donc d'avoir été là de partout. On a des gens qui étaient des mouvements écologistes, des gens qui ne sont pas juristes, des juristes. Et donc, c'est ça, je pense que ce mouvement-là, Jojo, que vous avez créé, permet une discussion qui va croiser les disciplines, les secteurs, les intérêts et arriver à des choses. Et Géraud, je pense que tu nous as très bien alertés sur la nécessité de coordonner les régimes. Mais je pense qu'évidemment, c'est au cœur de ça. Et donc, je vous remercie d'avoir soulevé ça. Je veux remercier, avant de céder la parole à Lisa, évidemment, au-delà de nos participants et nos panélistes, les interprètes, M. Louis Casgrain et Kathleen Keller. Il paraît que vous avez des fans, hein, et j'ai reçu toutes sortes de messages. Là, vous êtes désormais des vedettes, donc merci beaucoup aux interprètes. Je veux remercier encore une fois, Lisa l'a dit au début, mais la fabuleuse équipe de la chaire de la clinique à l'Université Laval et du Partenariat canadien pour la justice internationale. Éric, Mélanie Dufresne, Éric Sullivan, Mélanie Dufresne, Marianne Goulet, Marie-Michel Pelletier de la Faculté de droit, Rachel Jasmin. Vous avez été exceptionnels. Merci infiniment pour votre organisation impeccable. Vous connaissez les organisations partenaires, donc c'est une nouvelle collaboration entre le Partenariat canadien pour la justice internationale et Stop Ecocide Canada et la Fondation plus généralement. C'est extrêmement enthousiasmant. Et donc, je remercie tout le monde pour votre chaleureuse participation et je cède la parole à ma fabuleuse collègue et amie Lisa Aldring, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à organiser cet événement. Lisa, c'est à toi. Thank you, Fanny. Merci, Fanny. Je ne peux que faire écho à tout ce qui a été dit du moment où on est
on se lié la main dans la main, bras dans les bras. C'est une merveilleuse collaboration avec le partenariat canadien pour la justice pénale. On a hâte de porter ce flambeau plus loin. Et encore une fois, un gros merci à Jojo, Daryl et Géraud d'avoir accepté, d'avoir fait une telle discussion complète et profonde qui nous donne un bon tremplin pour continuer. On a mis dans le chat le lien pour tous les gens qui sont intéressés à l'organisation et au site web de Stop Ecocide Canada, où vous pouvez vous inscrire au bulletin de nouvelles pour ceux qui veulent être avertis de toutes les nouvelles et tous les développements qui viendront. Nous serons certainement en contact. Nous sommes très reconnaissants de la participation très active de tout le monde aujourd'hui. Donc, un chaleureux merci et nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux. On s'en va vers les prochaines étapes. Bonne journée à tous.